J'ai le plaisir de vous présenter Laure de la Rodière, députée d'Eure-et-Loir, vice-présidente du conseil départemental d'Eure-et-Loir. Et aussi, c'est toute son actualité, éditeur, producteur, animateur d'une plateforme qui s'appelle Numérique 2017, Tous Numériques, histoire de voir si la diversité des candidats à la présidence de la République ont pris en compte le numérique et surtout l'usage du numérique. À vos côtés, Patrick Chaise, vous êtes sénateur de l'Ain, président de l'AVICA, donc vous avez un regard national sur l'engagement des collectivités dans le domaine des communications électroniques et de l'audiovisuel. Pascal Sokolov, vous êtes le directeur général de la FNCCR, vous êtes un habituel de nos travaux, je vous remercie d'être revenu cette année. Et Éric Gentil, tout le monde vous connaît, vous êtes le régional de l'Étape, le conseiller régional de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, et aussi, bien sûr, le directeur général des services du SDEY. On va commencer avec vous, Laure de la Rodière, si vous voulez bien. Quand je suis venu vous voir au printemps dernier à l'Assemblée nationale, vous m'avez dit, moi je viens si on parle des usages. Il n'y a que ça qui m'intéresse, les usages, qu'est-ce qu'on en fait concrètement, pratiquement. Et donc, on s'est engagé, vous avez vu, j'ai tenu ma promesse, le thème c'est les usages du numérique. Donc ce que je vous propose pour la tenue des débats, c'est que chacun fasse à tour de rôle un petit propos introductif, et ensuite nous reviendrons sur des exemples très pratiques. Et Dieu sait si en Eure-et-Loir, vous avez des travaux en cours qui permettent d'illustrer votre réflexion. Donc, je vous en prie, Madame la députée, comment ça se passe au niveau national? Merci beaucoup, merci de votre accueil. Je salue bien évidemment mes collègues parlementaires ici présents, Monsieur le Président de la CRE, Monsieur le Président du syndicat départemental d'énergie de Lyon et l'ensemble des élus présents. Oui, je voulais pas qu'on parle, je voulais qu'on parle des usages parce que je trouve que on a toujours tendance à parler beaucoup des accès, des infrastructures. On est très doués, les élus, pour couper des rubans et faire des travaux d'infrastructure. En revanche, mettre un pays en mouvement autour de la révolution numérique, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Et donc, il me paraissait intéressant de reparler de cette révolution avec vous. Alors, il faut quand même imaginer quelque chose. C'est en moins de 20 ans, il y a 1,5 milliard d'individus dans la planète qui sont connectés entre eux par Facebook. Une application qui n'existait pas il y a 20 ans. C'est hallucinant comme vitesse. Donc la première technologie qui bouleverse l'ensemble de notre univers, c'est bien sûr Internet, et c'est l'Internet mobile. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une deuxième, et vous le connaissez, Internet a donné accès à de nouvelles plateformes, à des géants de l'Internet qui sont américains, à des nouveaux usages, a permis l'émergence, en fait, grâce à la mise en relation facilitée d'une économie qu'on qualifie de collaborative. Donc c'est Airbnb, c'est Uber, c'est aussi le covoiturage avec Blablacar et beaucoup d'applications que tous les Français utilisent. C'est aussi le Bon Coin, typiquement, qui permet la revente d'objets d'occasion, mais qui permet aussi aux entreprises aujourd'hui de recruter à proximité, de publier les offres et que dans nos villages, des gens trouvent un emploi non plus par Pôle emploi, mais par le Bon Coin. Alors ça, c'est la première technologie, c'est Internet qui révolutionne l'ensemble. Il y a une deuxième technologie aussi qui apparaît en ce moment, dont on parle peut-être moins, qui est plus à l'intérieur des moteurs des différentes entreprises du numérique, qui sont la technologie du big data et de l'algorithme intelligence artificielle. Globalement, toute cette nouvelle économie génère une quantité infinie de données. Et l'utilisation de cette donnée va amener de la valeur. L'utilisation de cette donnée, ça se passe par une technologie qui est l'intelligence artificielle et le big data. Ça permet de faire de la prédiction, ça permet de faire du ciblage publicitaire, mais ça permet aussi d'utiliser ces technologies pour nos politiques publiques, donc à partir de nos données publiques, pour mieux rendre le service public. Et la troisième technologie qui a été un petit peu évoquée tout à l'heure, c'est la blockchain, technologie de la blockchain qui permet la certification des échanges sans tiers de confiance. Donc globalement, c'est pareil, c'est par le biais du réseau
et de l'échange d'informations entre différents nœuds du réseau qu'on a certifié un échange. Ce qui aujourd'hui est le rôle des banques quand il s'agit d'échanges financiers, peut-être le rôle des notaires quand il s'agit de transactions. Donc ça bouleverse tout. Et aujourd'hui, d'un point de vue politique, on n'entend parler que de deux choses. Majeures, mais on n'entend parler que de deux choses. Le très haut débit, et c'est une absolue nécessité parce que nos populations nous demandent un accès de qualité, parce que c'est devenu l'usage quotidien. Il y a quelques années, je disais, mais c'est aussi important que l'électricité ou l'eau, et des élus du conseil régional de la région Centre me riaient au nez. C'était en 2010, c'était hier. Maintenant, plus personne ne rit au nez quand on dit que c'est aussi important pour une maison d'être équipée en très haut débit que ça l'est pour l'électricité ou que ça l'est pour l'eau. Ça fait partie des infrastructures de base. Deuxième chose dont on nous parle, ce sont les start-up. Donc voilà, il faut, et je parle au plus haut niveau de l'État, on s'affiche en fait aux côtés de cette nouvelle économie, aux côtés de cette vague entrepreneuriale du monde des start-up. Ça fait moderne, d'accord. C'est pas suffisant. C'est la partie émergée de l'iceberg. Demain, c'est l'ensemble de nos politiques publiques qui vont être transformées. C'est l'éducation, avec des plateformes qui vont permettre le suivi éducatif, et le rôle du professeur sera beaucoup plus un coach qu'un détenteur du savoir. C'est-à-dire le coach, ça sera celui qui amènera l'enfant à donner le meilleur de lui-même. Maintenant, le savoir, les méthodologies d'apprentissage, on peut très bien avoir l'ensemble des outils qui existent et les meilleures formations qui sont en ligne. Qui pense que une formation théorique sera pas donné à visionner en fait aux enfants, plutôt que ça sera le professeur qui le fasse. En revanche, l'apprentissage, l'aide sur les exercices, le fait de faire des petits groupes spécialisés par niveau, ça c'est du coach et ça c'est le rôle du prof de demain. On voit bien que ça va révolutionner l'éducation nationale. Ça va être pareil dans le domaine de la santé, et aujourd'hui je trouve que cette parole politique n'est pas portée au plus haut niveau de l'État, au niveau du président de la République, au niveau du Premier ministre. C'est pas un combat de droite-gauche, c'est un combat générationnel à mon avis, et c'est un combat de renouvellement de la classe politique pour prendre en compte les changements qui se passent dans notre société. Donc j'ai voulu créer depuis mars dernier une plateforme très ouverte sur les sujets du numérique pour que ceux-ci s'invitent pleinement dans l'ensemble des politiques publiques dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017. Je veux qu'on présente aux Français dans le cadre de l'élection présidentielle comment les politiques publiques, celles dont on est directement responsable, vont être transformées avec le numérique. Sinon, ça sera extrêmement violent entre 2017 et 2022. Ce qu'on a vécu dans la guerre VTC et taxi très récemment s'invitera dans le domaine de la santé, s'invitera dans le domaine de l'éducation, parce que les Français ne supporteront plus des dysfonctionnements dans notre façon de rendre les services publics. Et ils amèneront une résistance très forte en nous imposant des choix qui n'auront pas été pensés et pas dialogués avec les Français. Donc voilà, j'invite ceux et celles qui sont intéressés à contribuer dans la plateforme. C'est très ouvert. Ça veut poser sur la table les enjeux du numérique dans le cadre de la campagne présidentielle, et pas uniquement sur la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire sur le très haut débit et sur l'univers des startups. Merci Madame le député d'avoir planté le décor de façon très énergique. Je voudrais donner la parole à Monsieur le sénateur qui est à vos côtés. Alors vous, au nom de l'AVICA, j'ai regardé un peu sur le site de l'AVICA et il y a écrit le grand chantier du moment, c'est le plan France très haut débit. Ça complète un petit peu le propos de Laure de la Raudière, même si elle a raison, il faut parler d'usage, parce qu'il n'y a que ça qui intéresse les gens. Mais vous êtes un peu le bâtisseur quand même, au nom des collectivités. C'est votre propos du moment, en tous les cas. Oui. Et je fais juste une petite parenthèse, je pense que le président André Villiers, qui est en train de construire aussi, de mettre de la fibre, etc., il en a parlé il y a une semaine à la Journée des maires, pourra apporter un complément à votre propos. Je vous en prie, Monsieur le Président. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'associe évidemment aux salutations qui ont très bien été faites par mon collègue Xavier Pintat. Et pour vous dire que tout le plaisir effectivement qui est aussi le mien d'être parmi vous en tant que sénateur, mais aussi en tant que président de l'AVICA.
mais aussi en tant que maire d'une commune 4 Fleurs. Donc j'ai vu qu'on était dans une commune 4 Fleurs ici à Monéto, et aussi pour avoir été longtemps un directeur de syndicat d'énergie de mon département. Alors, j'allais dire, difficile de prendre la parole après Laure, parce qu'elle a planté le décor, effectivement, plus que ça, elle a presque tout dit. Mais justement, tu as un esprit de synthèse qui a fait que tu as vraiment tout dit sur le sujet. Je crois que, effectivement, l'enjeu, il est très important. On est tous conscients que le numérique est le sujet du moment, et il y a un train qui passe, et il ne faut pas le rater. Il ne faut pas le rater parce que les conséquences risquent d'être très importantes pour nos territoires. Et quand je dis bien nos territoires, je parle de nos territoires tout confondus, territoires urbains, mais aussi territoires ruraux, et j'allais dire presque surtout les territoires ruraux. Les territoires ruraux, par le numérique, finalement arrivent à se désenclaver. Pour accéder justement à la santé, aux services de santé que tu évoquais, aux problèmes de l'éducation, aux problèmes de la culture, aux questions de la culture. Et je pense que nos territoires ruraux sont finalement ceux qui méritent d'être traités en priorité par rapport à cette question du numérique. Alors moi, je pense malgré tout que les infrastructures ont beaucoup d'importance. Les usages se créent, mais les usages peuvent facilement se partager. Ce qui est inventé dans un coin du territoire peut être dupliqué assez facilement dans l'autre coin du territoire, à condition que dans ces territoires, eh bien, on ait la possibilité de pouvoir utiliser le numérique, et donc qu'on ait l'infrastructure. Et donc l'infrastructure est vraiment la base de tout. Et l'infrastructure définitive, et pour moi l'infrastructure définitive, c'est le réseau FTTH. On ne peut pas aujourd'hui penser construire un réseau numérique sans aller à cette solution, donc qui est la solution finale. Alors certes, il y a certains secteurs ou dans certains cas des possibilités de passer par des paliers, des solutions intermédiaires. Mais en ayant conscience que ces solutions intermédiaires ne sont que des points de passage courts. Il ne faut pas qu'on ait en tête de dire voilà, je vais traiter mon problème de réseau par de la montée en débit, et puis bon, c'est bon, je peux m'endormir pendant 5 ans, et puis je reviendrai quand on aura un besoin supplémentaire. Non. Aujourd'hui, il faut avoir en tête, et il faut se fixer les objectifs du FTTH partout, le plus vite possible, parce que le curseur évolue. Les débits de l'année 2003 sont aujourd'hui les débits de 10 minutes. Vous voyez l'évolution du besoin qui va continuer et qui va peut-être même encore s'accélérer. Ce qui fait que on doit, et on a la responsabilité en tant qu'acteur politique, eh bien, on doit anticiper ces choses-là, et on doit faire en sorte que le rendez-vous de 2022 qui a été fixé dans les 2 quinquennats précédents soit encore un objectif atteignable, et qu'on se donne les moyens pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais donner la parole maintenant à Pascal Sokolov. Donc, vous travaillez aux côtés du président Pinta à l'année, si je puis dire, en permanence au sein de la FNCCR. Donc sur les territoires, on milite pour les réseaux ou pour l'usage, ou pour les deux en même temps? Bonjour à toutes et à tous. Alors, la réponse est évidente. Nous travaillons pour les 2 aspects. On essaye à la FNCCR d'avancer sur ces 2 jambes que sont effectivement indissociables, que sont le développement des réseaux numériques à très haut débit, et puis aussi la prise en considération des usages, notamment du point de vue des services publics locaux que nous représentons.
Alors la FNCCR, corrélativement avec ce que font nos adhérents syndicats d'énergie, on a deux grandes compétences, l'énergie et puis l'eau. Et c'est vrai que dans le domaine de l'énergie, le numérique devient le point de passage obligé. La transition numérique, la bascule dans le numérique va concerner l'ensemble des compartiments de notre société, c'est absolument certain, l'ensemble des services publics. Mais c'est vrai que l'énergie en sera probablement un point d'application tout particulier. Alors, peut-être juste pour situer les enjeux, on peut distinguer deux aspects. Je dirais l'aspect un peu institutionnel de transmission de données qui vont devoir transiter dans ce domaine comme dans les autres par des canaux numériques. Et puis quelque chose qui est pour le coup très spécifique à l'énergie, qu'on a déjà ce matin évoqué à plusieurs reprises, les fameux réseaux intelligents. Les smart grids qui, d'une certaine façon, préfigurent une extension, une généralisation de la problématique à ce qu'on peut appeler les territoires intelligents. Sur le premier aspect qu'on peut peut-être qualifier d'institutionnel, transmission de données aux collectivités territoriales, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'ensemble des textes qui ont été publiés au cours des dernières années sur le sujet, tous nous orientent vers une transmission de données sous forme numérique. Ça devient évidemment systématique. Exemple qui concerne de près votre syndicat, le compte-rendu d'activité des concessionnaires. Dans le cadre de la loi de transition énergétique et de ses textes d'application, donc il y a un décret qui a défini le contenu de ce CRAC, mais ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on précise bien qu'il sera dorénavant accessible sur une plateforme mise à disposition des collectivités par le gestionnaire de réseau concessionnaire. Autre exemple, la transmission des données qui servent aux collectivités locales pour élaborer les politiques énergétiques locales. Tout à l'heure, le président Pinta a évoqué les PCAET. Eh bien, là encore, les textes qui viennent d'être publiés imposent la transmission de ces données sur une plateforme qui ne sera pas gérée par l'opérateur, qui sera gérée par l'État. Les opérateurs, les gestionnaires de réseau vont devoir envoyer les données concernées sur une plateforme qui sera gérée par le ministère, le service statistique du ministère chargé de l'énergie. Et puis après, les collectivités locales iront puiser sur cette plateforme les informations dont elles ont besoin. Première observation à ce niveau-là, et on va la retrouver sur le point juste après. Donc on voit apparaître des plateformes qui ne sont pas des plateformes à la main des collectivités, gestionnaires de réseau, ministère. Pour tout vous dire, ça nous a un peu gênés. Parce que ça, c'est la grille d'analyse qu'on essaye de mettre en place sur toutes ces questions. Nous pensons que l'enjeu des données est tel, il est central. La maîtrise des données, c'est la maîtrise de l'avenir. L'enjeu des données est tel qu'il est absolument impératif que nos collectivités gardent une maîtrise forte de ce sujet. Et la façon de garder une maîtrise forte, c'est probablement de mettre en place elles-mêmes des plateformes sur lesquelles transiteront les données, et en particulier les données d'intérêt local. Mais on retrouve un peu la même problématique sur la question des réseaux intelligents, des réseaux électriques intelligents, des smart grids. Alors là, on est en train de changer de monde, puisque effectivement, il y a eu au cours des dernières années toute une série d'expérimentations extrêmement intéressante, mais qui avait surtout souvent comme caractéristique d'être encore des expérimentations locales et un peu limitées du point de vue sectoriel ou des objets expérimentés. Par exemple, on regardait comment articuler une production photovoltaïque avec un parc de véhicules électriques. Voilà, expérimentation locale. Les choses sont en train de changer puisque, comme le président l'a dit tout à l'heure, on est entré dans des expérimentations à grande échelle, à la fois du point de vue territorial, plusieurs régions, par exemple plusieurs départements de Bretagne et des Pays de la Loire, et puis du point de vue de l'ensemble de leur périmètre, puisque là, on va intégrer dans l'expérimentation l'ensemble des acteurs, producteurs, consommateurs, fournisseurs d'énergie et toutes les entreprises
qui concourent, par exemple, à mieux maîtriser les consommations d'énergie. Donc, on est vraiment maintenant sur une préfiguration de l'avenir. Et là où je voulais en venir, c'est que, par exemple, dans le projet SMILE que nous essayons à la Fédération de suivre de près, on voit bien apparaître cette idée que l'enjeu de la plateforme de gestion des données va être évidemment le sujet central du dossier. Puisqu'il va falloir que l'ensemble des données produites et utilisées par l'ensemble de ces parties prenantes, elles soient interopérables, que plusieurs producteurs puissent accéder à certains types de données, etc. Et donc, la question est posée du mode de gestion de cette plateforme centrale, plateforme numérique centrale. La position que nous défendons, et je crois qu'elle fait l'objet actuellement dans le cas du projet SMILE d'un vrai débat, c'est que bien cette plateforme, elle doit être à la main des collectivités, à une certaine, je dirais, taille, un certain périmètre territorial, parce qu'évidemment, on ne peut pas traiter ça à un niveau trop micro, mais en même temps, de façon à ce que l'ensemble des collectivités concernées sur l'aire territoriale dont il s'agit puissent être partie prenante de cette gestion. Et par exemple, ça pourrait s'incarner très bien sous la forme d'un syndicat. Nous sommes attachés, vous le savez, aux syndicats. Eh bien, on pense que pour la gestion des plateformes numériques, les syndicats mixtes sont une bonne référence. Ou alors, je sais que certains modèles étudient la possibilité de mettre en place des groupements d'intérêt public qui auraient peut-être l'avantage d'associer les personnes publiques que sont nos collectivités avec les opérateurs privés qui sont évidemment dans ce genre d'opération leurs partenaires. Donc la question des données pour l'énergie, elle est centrale et elle va se décliner sur l'ensemble de ces aspects. C'est vraiment pour nous le sujet d'avenir. Je voulais, pour terminer, rebondir sur un point, c'est la fameuse blockchain. Alors on l'a évoqué à plusieurs reprises ce matin. Ça, il faut regarder ça de très près. Alors c'est assez compliqué à expliquer. Je ne suis pas informaticien, donc je me garderai de rentrer trop dans les détails, mais Madame de la Raudière l'a mentionné. Il s'agit de procédures entre plusieurs réseaux, enfin entre plusieurs ordinateurs reliés à un même réseau informatique, et des procédures qui, effectivement, permettent de sécuriser les transactions, de les rendre, si j'ai bien compris, infalsifiables, en s'affranchissant, comme vous l'avez dit, d'un tiers de confiance. Et l'exemple effectivement traditionnel qu'on donne, c'est les transactions immobilières sans notaire. Voilà, transactions immobilières sans notaire. Eh bien, la technique de la blockchain, elle commence à être transposée dans notre domaine énergétique. Il y a eu une expérimentation, par exemple, à Brooklyn, à l'échelle d'un quartier, entre des producteurs résidentiels photovoltaïques et des consommateurs qui sont leurs voisins. Donc là, on veut établir un circuit court. Et le circuit court, sur le plan de son organisation commerciale, il va s'appuyer sur une blockchain. C'est tellement intéressant que je crois qu'on va bientôt expérimenter la même chose en France, puisque ça a été mentionné récemment dans la presse, Bouygues Immobilier s'apprête à faire le même type d'expérimentation à Lyon, dans le quartier de la Confluence, qui est lui-même déjà, depuis plusieurs années, un quartier d'expérimentation des problématiques de smart grid. Donc voilà, on est complètement dans l'avenir sur ces questions numériques et d'énergie. L'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que nos collectivités restent des acteurs du point de vue de la maîtrise des services publics et du point de vue, je dirais, de l'économie numérique, à la fois quels sont les investissements, quels sont les coûts, quels sont les retours sur investissement. Il faut que nos collectivités interviennent dans ce circuit. Merci beaucoup, monsieur, pour ce panorama national, voire international. Je continue mon petit tour de table avec vous, Éric Gentil. On parle depuis ce matin de réseau intelligent et de territoire intelligent. Est-ce que la notion même de territoire intelligent est quelque chose que vous envisagez sur un département essentiellement rural ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, notre monde change, il évolue à très très grande vitesse, avec d'un côté la transition énergétique, de l'autre côté la révolution du numérique. Et c'est vrai que ce qui est passionnant au syndicat d'énergie de Lyon, mais comme dans beaucoup d'autres syndicats, c'est que nous sommes les acteurs de cette évolution, que ce soit au niveau de la transition énergétique ou bien au niveau de la révolution numérique.
Alors effectivement, nous sommes un département rural, vous le savez très bien, avec des villes de moyenne importance, avec un équilibre rural-urbain qu'il faut préserver. Et c'est vrai que je sillonne beaucoup le département, que je rencontre beaucoup de monde. Et le constat, c'est que les personnes qui vivent à la campagne veulent rester à la campagne et ne veulent pas aller dans les villes, mais elles veulent vivre à la campagne avec des services de proximité, des services humains, mais également avec les nouvelles technologies. Donc ça fait partie des grands enjeux de notre société de demain que d'être capable d'apporter ces nouvelles technologies à domicile pour que les personnes qui sont un petit peu éloignées des centres urbains puissent continuer à vivre et à vivre comme elles le souhaitent. Donc ça fait partie vraiment de nos priorités, maintenir cet équilibre rural-urbain. Et c'est vrai également que toute la ruralité est un formidable amortisseur social, puisque dans les petites communes, nous avons des personnes qui trouvent leur place dans ces communes, qui ne trouveraient pas leur place en milieu urbain. Et cela serait dramatique pour ces personnes-là. Donc effectivement, nous sommes partis de ce constat. Et puis ce matin, vous avez entendu le président du syndicat d'énergie qui a parlé de son rêve, de la vie à la campagne avec des énergies renouvelables, avec des moyens de communication performants. Nous avons entendu Grégory Dort également qui parlait d'une volonté politique, d'une stratégie mise en place au niveau du syndicat. Et on a entendu également Jean-Baptiste Lemoyne qui a dit que au syndicat, on pensait au territoire de demain. Donc je pense qu'à partir de ces trois points de vue, nous avons une grande responsabilité au niveau du syndicat d'énergie. Effectivement, c'est celle de penser le territoire de demain en s'attachant au maintien de la ruralité. Et c'est vrai que nous devons développer des territoires intelligents, mais des territoires intelligents en milieu rural. Donc j'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. Mais c'est vrai que nous avons déjà commencé avec les bornes électriques, les bornes de recharge pour les véhicules, puisque nous maillons le territoire et que le président Loury a souhaité que ces bornes soient intelligentes. Et c'est vrai que ce sont les premières bornes intelligentes posées en France. C'est-à-dire que nous sommes partis du constat qu'une borne, finalement, c'est une prise de courant et qu'on devait offrir plus aux communes et offrir plus à la population. Donc nous avons mis en place, nous avons développé des bornes dites intelligentes qui permettent, bien entendu, de recharger sa voiture, c'est la moindre des choses quand même, mais surtout d'apporter des informations aux personnes qui rechargent leur véhicule, mettre en valeur la commune, donc ce sont des informations qui peuvent être touristiques, des informations d'horaires d'ouverture des commerces, pour bien valoriser la commune auprès des utilisateurs. Et dans un second temps, il faudra que l'on réfléchisse pour que ces bornes électriques à la fois permettent de recharger les véhicules, mais qu'il y ait le flux inverse et que lorsqu'il y a des pics de demande d'électricité, le véhicule électrique qui est branché sur cette borne et qui a donc emmagasiné dans sa batterie de l'électricité puisse remettre l'électricité sur les réseaux afin de limiter les besoins électriques au moment des pics de demande. Donc ça, c'est déjà une première étape au niveau des territoires intelligents. Et puis ce que je pense également, c'est bien de parler de territoires intelligents, et là j'en reviens à la stratégie et à la volonté politique abordée par Grégory Dort, c'est que ces outils, il faut vraiment qu'ils soient au service des usagers. Il ne faut pas simplement se faire plaisir en disant on met la fibre partout, on développe des nouveaux services, mais il faut que derrière, les élus, les maires, les présidents de conseils départementaux aient vraiment une vision stratégique de ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent utiliser ces outils pour améliorer finalement la vie des habitants, que ce soit du département de l'Yonne ou que ce soit au niveau mondial, et leur apporter des services pertinents. Merci beaucoup pour cette introduction. En vous écoutant, je me demandais s'il ne faudrait pas trouver un autre mot que territoire intelligent,
parce que pour tous ceux qui n'ont pas encore la fibre, qui n'ont pas encore de bornes et tout ça, ils vont se dire on est un peu les couillons, vous voyez, dans l'histoire. Donc si on prend ça au premier degré, pour beaucoup de monde, ça va. Revenons aux usages du numérique. Avec vous, Laure de la Raudière. Donc vous avez, et à l'Eure-et-Loir, parce que dans l'Eure-et-Loir, apparemment, il se passe plein de choses. Vous nous avez dit que, 1, vous souteniez toute initiative privée qui se développait dans le numérique. 2, vous alliez canton par canton, avec votre casquette de vice-présidente du conseil départemental, faire la pédagogie de à quoi ça sert le numérique, parce que finalement, il y a beaucoup de déperditions. Et 3e chantier dont vous voulez nous parler, et le plus difficile, vous m'avez dit, c'est l'adaptation des services aux usagers via le numérique. Et là, c'est lourd, c'est long, c'est compliqué. Il y a des résistances. Des résistances. Je voudrais d'abord rassurer la salle. Quand je dis que je ne veux pas parler d'infrastructure, c'est parce que j'estime qu'on sait faire. C'est une question de décision politique. C'est une absolue nécessité, mais dans mon département, on a pris cette décision en 2010, donc maintenant on est en phase de déploiement et ça sera fini en 2020. Pas 100% fibre, 70 ou 75% fibre, 20% de montée en débit. Mais c'est une absolue nécessité. En revanche, mettre un territoire en mouvement sur les usages, c'est plus compliqué. Et il faut en fait un état d'esprit de tous les élus. Dès qu'il y a un porteur de projet sur le territoire qui vient vous voir en disant « voilà, j'ai une idée », que surtout il soit accueilli une idée autour du numérique, une idée autour de l'innovation, une idée en termes de plateforme, que ce ne soit pas considéré comme quelque chose de saugrenu. Je vais vous raconter une histoire pour vous donner un exemple, et ça me permet de parler de formation. En 2014, j'ai une jeune femme de 32 ans qui vient de me voir et qui me dit « Voilà, je voudrais monter une formation de codage informatique à La Loupe, 3500 habitants. » Le maire de La Loupe est mon suppléant. Il a dit « Top, on y va, on le fait ». On va voir Laure de la Raudière parce qu'elle est intéressée par le numérique. On a été voir différentes formations, puis on a monté la formation. Dans la ville d'à côté, si ça s'était passé dans la ville d'à côté, je suis persuadée que ce projet n'aurait jamais vu le jour dans cette commune de 3500 habitants. Aujourd'hui, on a la Wild Code School à La Loupe. Elle a ouvert une formation à Chartres. Elle a ouvert une formation à Fontainebleau, une à Orléans, une à Bordeaux. Il y en a 10 en France. Et le premier rendez-vous que j'ai eu avec elle, c'était en février 2014, il y a moins de 2 ans. Il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et maintenant qu'on a des formateurs, je reviens à la formation sur le territoire. C'est extrêmement important, finalement, d'avoir des gens qui savent coder sur tout le territoire. Parce qu'ils viennent nous dire, mais pourquoi vous ne faites pas une petite application pour gérer votre cantine ? Là, vous faites ça sur Excel et puis finalement, les gens ne sont pas forcément très contents parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire en ligne, se désinscrire. On est toujours à compter qui vient pas et tout ça. Mais mettez une application en ligne. Donc, on a des codeurs. Ils nous apportent des solutions par rapport à des problématiques liées à nos services publics. On sait bien que nos services publics ne sont pas forcément remplis exactement comme toutes les personnes le souhaiteraient, que nos mairies dans les petits villages sont ouvertes 2 fois par semaine, 2 heures, et que c'est pas facile pour nos administrés quelquefois d'avoir un contact avec la mairie. Tous les élus ici le savent. Donc avoir des codeurs sur un territoire à portée de la main pour leur dire on va résoudre ce problème avec telle application informatique, c'est finalement indispensable. Donc ça c'est la première chose. Allez-y, mettez en place des formations de développement sur votre territoire. On a fait ça sur l'Eure-et-Loir, ça nous est très utile. Deuxième chose, accompagner tous les porteurs de projets privés qui viennent vous voir sur des développements de développement de filières. Ça aboutira pas toujours sur un projet très concret. On a monté un projet de filière dans l'agriculture avec le lycée Nermont, avec la chambre d'agriculture, avec le Crédit Agricole et avec des agriculteurs expérimentaux. C'est en train de bien prendre forme. On est en train de faire la même chose dans un autre bout du territoire d'Eure-et-Loir, dans le Perche, sur les services à la personne connectée. Pareil, on s'appuie sur un lycée professionnel. On a
une maison de retraite qui travaille avec nous, et puis on a des entreprises qui travaillent avec nous. On ne sait pas si ça va aboutir sur quelque chose, mais on met le territoire en mouvement. On essaye d'innover, on comprend les résistances au changement, on avance. Ce qui est plus dur, paradoxalement, c'est le changement en interne dans nos services au sein du département, parce que les gens nous disent « mais ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, pourquoi il faudrait changer ?» On a mis en place une cellule au sein des départements qui s'appelle le Lab 28, qui est 3 personnes, qui est chargée en fait d'aider les autres services à repenser la façon dont on rend le service public pour être tourné vers les usagers. Finalement, non pas comment on rend le service aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'attend l'usager. Être à l'écoute, en fait, de ce qu'il attend. Alors, il y a énormément de solutions qui passent par le développement d'une application en ligne, mais ça passe aussi par un changement en fait des pratiques de nos fonctionnaires. Certains sont moteurs parce qu'ils se rendent bien quotidiennement compte que la façon dont ils rendent le service amène des réclamations, que les gens sont insatisfaits et que ça mène à un travail supplémentaire qui ne serait pas nécessaire si la procédure était réécrite et plus fiable. On a par exemple là en développement une application concernant les assistantes maternelles. Aujourd'hui, il n'y a pas une transparence de l'offre et de la demande concernant les assistantes maternelles. Donc on fait une application que j'appelle un peu l'Airbnb des assistantes maternelles. Ça permet d'expliquer ce que ça veut dire. Mais pour autant, on n'a pas été jusqu'au bout. Moi, j'ai dit à mes collègues, mais mettez en ligne l'ouverture aux commentaires, mais réciproque. Les assistantes maternelles qui disent qu'elles pensent des parents, pas des enfants, hein. Des parents juste. Et puis les parents qui expliquent comment ça se passe avec telle assistante maternelle. Et en fait, c'est ce qu'attendent les gens parce que c'est ce qu'ils pratiquent dans leur quotidien pour leur service et ils attendent exactement la même chose pour nos services publics. Donc on est en train de développer cette application. On est en train de développer aussi une application, ça existe dans d'autres territoires, hein, de signalement des problématiques sur les routes. Donc vous avez une application sur l'iPhone. Vous avez à signaler qu'il y a un nid de poule ou qu'il y a des encombrants qui ont été jetés le long de la route, peuvent vous signaler, c'est géolocalisé automatiquement et c'est renvoyé au niveau central. Aujourd'hui, l'usager qui a ça et qui passe sur la route, souvent, il s'en occupe pas. Donc on n'est pas invité à une intelligence collective en demandant aux citoyens de contribuer au service public. Donc ça, c'est pour la majorité des gens. Et ceux qui sont dans « oui, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de signaler le problème », ils vont à la mairie. Ils appellent rarement le département et finalement, c'est pas souvent traité et surtout, on ne revient pas vers le citoyen pour lui dire « voilà, on a pris en compte votre demande et puis ça sera fait dans les 3 mois ». Les gens, ils n'attendent pas à savoir ça va être fait demain matin. Ils attendent à avoir un délai et que ce délai soit tenu et qu'on revient vers eux pour leur dire la demande a bien été prise en compte. Donc, on est en train de travailler comme ça, je dirais... procédure de service par procédure de service fournie par le département, que ça soit pour les personnes handicapées, que ça soit pour les personnes âgées, que ça soit sur le placement familial et les liens qu'on peut avoir avec les services de justice dans le domaine des routes, pour voir comment adapter nos services publics au XXIe siècle, tout simplement. Merci beaucoup, madame, pour cette intervention. Monsieur le sénateur, je vous en prie, allez-y. Monsieur le sénateur, est-ce que dans l'Ain, vous avez des applications aussi dans le domaine de l'usage du numérique assez remarquables? Sans aucun doute. Eh bien non. Oh. Si, il y en a effectivement, il y en a de partout. En fait, dans le département de l'Ain, les applications sont sûrement moins développées vers l'usager. Il y a eu des applications qui ont été développées au service des collectivités. Notamment, c'est tout ce qui est service SIG qui ont été donc assez bien dotés au niveau du département avec tous des applicatifs là qui servent encore une fois plutôt aux communes. Il n'y a pas encore, donc malheureusement, j'allais dire, mais on n'a pas l'heure de la Rodière dans le département de l'Ain. Donc l'initiative de beaucoup plus développée de la part d'entreprises privées.
une autre proposition peut-être au niveau national, puisque vous avez une vision. Monsieur Sokolov, j'étais inquiet en vous écoutant tout à l'heure, si j'ai bien compris, vous avez peur de perdre la main sur la gestion des données sur certains secteurs stratégiques pour la fédération et donc pour les syndicats. Oui, c'est un enjeu tout à fait essentiel. Donc, comme je vous le disais, on élabore actuellement des scénarios alternatifs pour permettre aux collectivités, alors dans le domaine de l'énergie, mais sur un plan plus général, je dirais au niveau de la gestion de l'ensemble des données qui concernent les services publics locaux, de leur permettre de reprendre la main grâce à des structures qui seraient dédiées à ça, qui finalement illustrerait ce qu'on pourrait appeler un service public du numérique. On essaye au niveau de la FNCCR de pousser cette idée-là. Nous pensons qu'on peut identifier un véritable service public du numérique. Alors là encore avec 2 volets, les infrastructures, et évidemment on rejoint totalement Patrick Chaise dans le plaidoyer. On a besoin du très haut débit partout et pour tous, et le plus vite possible, parce que c'est un enjeu de développement économique et social incontestable. Et puis, oui, au niveau des usages, avec la difficulté à faire pénétrer la nouvelle culture numérique au sein des services publics, au niveau des fonctionnaires, des choses comme ça. Alors, peut-être juste pour illustrer les déclinaisons et compléter ce qui vient d'être dit, dans le domaine de l'énergie, alors pour le coup, il y a une application numérique qui va toucher tout le monde ou presque prochainement, c'est les fameux compteurs communicants. Voilà, les compteurs Linky qui sont maintenant en cours de déploiement, 35 millions de compteurs. Et là, j'ai évoqué tout à l'heure les smart grids. Le compteur Linky, c'est la première brique. Et c'est quand même le smart grid qui vient rentrer dans tous les foyers et qui va, je pense, sensibiliser tout un chacun, l'ensemble des consommateurs résidentiels d'électricité, au fait qu'on a changé un peu de monde. Donc, une nouvelle culture. L'autre aspect que je voulais aussi évoquer, dans un domaine complètement différent, mais qui concerne les collectivités locales, c'est quand même les conséquences des nouveaux usages numériques sur la façon de penser la démocratie locale. Alors, on peut en donner aussi un exemple dans le domaine de l'énergie qui concerne nos syndicats d'énergie. Le cœur de notre mission, on le dit souvent, c'est le contrôle. Le contrôle de la bonne exécution par l'opérateur concessionnaire de ses obligations de service public. Et le contrôle, ça a été jusqu'à présent souvent une relation bilatérale entre le syndicat, autorité concédante, et puis son concessionnaire, par exemple Enedis. Avec les obligations concernant la diffusion des données, par exemple l'open data dans sa déclinaison énergétique, c'est vrai qu'on va mettre à la disposition du public des données qui avaient probablement un statut de confidentialité, et il faut qu'on se prépare à ce que le débat se réoriente, fasse intervenir directement le citoyen consommateur ayant accès à ces données, et donc qu'on repense un petit peu les modalités du contrôle des concessions d'électricité. Ceci n'étant qu'un cas très particulier d'une problématique générale. Effectivement, à l'ère numérique, on peut imaginer que la démocratie locale devra être un petit peu repensée. Ce n'est pas forcément un problème, mais devrait être un petit peu repensée pour tenir compte de l'évolution du rôle et du positionnement des citoyens. Merci, monsieur. Bon, oui, monsieur le sénateur. Juste rebondir effectivement sur la vision nationale et sur aussi les textes qui ont été votés récemment, notamment je pense à la loi pour une république numérique, qui a abordé justement ce problème des usages en imposant que dans chaque département, il y a un schéma départemental des usages. C'est-à-dire qu'en parallèle de ce qui s'était fait il y a quelques années sur les schémas départementaux d'aménagement numérique du territoire, donc qui étaient plus justement sur les infrastructures, dans le cadre de la loi pour une république numérique, la partie usage a été abordée. C'est-à-dire qu'on voit bien que, contrairement à l'or, en fait, on est évidemment dans une deuxième phase.
sûrement à tort. Je pense que, encore une fois, je crois que les deux choses peuvent se mener en parallèle, et la bonne formule, c'est qu'on mène les deux choses en parallèle. Mais malheureusement, encore une fois, ce qu'on manque, d'une façon globale et d'une façon nationale, c'est une vision d'ensemble. Voilà, on n'a pas cette vision d'ensemble, et l'État n'a pas eu cette vision d'ensemble. Et on le voit bien, dans le plan France Très Haut Débit, c'est du rattrapage. Hein, on a finalement, parce qu'il y a eu des initiatives ici ou là, dit oulala, faut qu'on regarde ce qui se passe, et puis on va essayer de monter quelque chose qui va uniformiser, enfin si c'est uniformiser, en tout cas coordonner les initiatives locales. Au niveau des usages, c'est la même chose. Dans la proposition d'ailleurs qui était initialement faite par la ministre Axelle Lemaire, elle disait, voilà, on va en parler, on va commencer à évoquer le sujet. Donc on a imposé dans le cadre de la loi que ces schémas des usages devaient se faire à l'échelle des départements, mais qu'on devait faire ça avec un cahier des charges national, qui donne une vision nationale, parce que dans le cadre des usages, et je le dis sympathiquement aussi alors, en fait tout ce qu'elle fait, on va en bénéficier. Donc c'est intéressant de pouvoir se dire que, et surtout, non seulement c'est intéressant, mais c'est important qu'on ne réinvente pas l'eau chaude. Hein. Échelon pour vous, c'est le département, avec une stratégie nationale. Oui. En fait, ce qui manque, c'est Numérique 2017. Hein. C'est une vision politique au plus haut niveau de ces transformations et des transformations des services publics à l'ère du numérique. Et de guider tous les acteurs locaux après derrière cette vision politique, parce que le bon échelon c'est le département, parce que nous on est au niveau du département, mais je pense que les agglos ont aussi un rôle majeur à jouer, bien sûr en développement de filières, mais en accueil aussi de formation au niveau de l'agglo. Les régions ont bien sûr un rôle majeur à jouer en matière de formation, et en allouant des fonds à ces nouvelles formations, ce qui n'est pas du tout évident. Hein. La région centre, et pourtant on a montré, puisqu'il y a trois sites de la Wild Coast School dans la région centre, il a fallu 2 ans et demi pour les convaincre à débloquer des financements pour ces formations-là, alors qu'ils sont en charge de la formation. Donc chaque échelon est important, puisque chaque échelon, finalement, a un rôle dans le service public et dans la politique publique rendue pour les usagers. Éric Gentil, je ne voudrais pas que l'on pense que tout se passe en Eure-et-Loire, et qu'il n'y a... C'est un peu ce que vous avez dit quand même tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des opérations remarquables dans l'Yonne, et est-ce qu'on pourrait aller vers un territoire particulier qui pourrait être la vitrine des territoires, entre guillemets, intelligents? Alors il va se passer des choses dans le département de l'Yonne, puisque depuis plusieurs mois, avec Jean-Noël Loury et avec Jean-Pierre Bouillac, qui est vice-président au syndicat en charge des réseaux intelligents, nous travaillons sur la question avec la volonté de choisir une commune test, mais une commune, je dirais, rurale, à la taille du département de l'Yonne, donc plutôt une commune entre 5 et 7 000 habitants. Et pour travailler sur cette commune et essayer d'y développer un territoire dit intelligent. Même si par principe, dans le département de l'Yonne, tous les territoires sont intelligents, je tenais à le préciser. Mais au-delà de cette boutade, on a travaillé avec le maire d'une commune, avec une de ses adjointes, et Jean-Noël Loury vous dévoilera la commune tout à l'heure. Vous voyez, je fais monter le suspense, mais vous le saurez tout à l'heure. Nous, notre volonté, c'était vraiment la ruralité, et on entend souvent parler de grandes villes au niveau mondial qui font des expériences de villes intelligentes. C'est Barcelone, par exemple, ça peut être Masdar, qui est un concept de ville dans les Émirats arabes unis. Et nous, on est vraiment attachés à la ruralité. Donc c'est pour ça que l'on va faire un test sur une petite commune. Donc qu'est-ce que l'on va essayer de développer sur cette commune en se basant sur les réseaux? On va essayer de développer tout ce qui concerne la protection, la sécurité, puisque tous les dispositifs de vidéoprotection sont inclus
dans les communes dites, dans les villes dites intelligentes. On va également développer tout ce qui est sécurité au niveau des routes, tout ce qui est fluidité au niveau de la traversée de cette ville, la gestion des parkings également. Nous allons essayer de développer le côté multimodal, puisque dans cette ville, il y a une gare, il y a un parking, il y aura une borne électrique, il y aura à la fois des véhicules électriques, mais il y aura également des vélos électriques. Donc on va essayer de mettre tout cela ensemble pour en fait faciliter la vie des habitants de ce territoire. Donc ça serait une commune un peu vitrine et on rejoindrait la préoccupation de Laure de la Raudière qui est il faut faire de la pédagogie, il faut montrer à quoi ça sert, comment ça marche. Et tous les Iconais iront, je ne sais où, mais quelque part. Tout à fait. Il faut faire une expérimentation et puis il faut être aussi capable d'amener les plus grandes entreprises qui travaillent sur ce secteur à s'intéresser au monde rural. On aura aussi un volet gestion des déchets. Parce qu'avec les réseaux dits intelligents, on arrive à gérer ces déchets, on optimise quand on a une poubelle qui est pleine, c'est peut-être un exemple basique, mais au moins ça le signale. Et puis dans les grands défis qui vont s'ouvrir devant nous, au niveau des villes, il va y avoir la gestion des déchets. Et donc là, au niveau du syndicat d'énergie, on réfléchit au niveau, je dirais, départemental, puisque nous concourons à un appel à un projet dans le domaine de l'hydrogène, où nous serions les premiers en France, si nous sommes retenus, à transformer le biogaz issu d'un site de déchets, qui est situé à côté de Saint-Florentin, en hydrogène. Et cet hydrogène servira à alimenter des camions de collecte des déchets. Donc, on va transformer en fait des déchets, le biogaz issu des déchets, en hydrogène. Donc ça fait partie de nos préoccupations également, et ça fait partie de la gestion intelligente des déchets. Et je pense également qu'il faudra avoir, je parlais de briques tout à l'heure, il faudra avoir une brique développement touristique, parce que c'est très important. Et là, tout se passe à la Ferté-Loupière, c'est ça ? Il se passe beaucoup de choses à la Ferté-Loupière. Bravo, Madame le maire. Effectivement, nous sommes en train de tester un procédé qui s'appelle le procédé LiFi, qui, à partir du LED, envoie des informations sur votre smartphone pour que vous puissiez visiter un site sans qu'il n'y ait personne qui vous explique. Vous rentrez dans l'église de la Ferté-Loupière, vous allumez la lumière, vous êtes ébahi par la beauté de la danse macabre, et en même temps, grâce à la lumière qui met en valeur cette danse macabre, vous aurez sur votre smartphone tous les renseignements nécessaires pour mieux comprendre cette réalisation, et vous pourrez aussi avoir des gros plans qui vous permettront de mieux comprendre les détails. Donc cette expérience de l'IFI qui va commencer l'année prochaine, on souhaite la développer sur d'autres communes. Et puis, il existe aussi des bancs connectés que l'on peut mettre dans des espaces publics, ce qui permet, à partir d'une plaque photovoltaïque, parce qu'on veut intégrer les énergies renouvelables dans notre projet, de recharger son téléphone portable et également de se connecter au niveau de la commune pour avoir les informations nécessaires sur la commune, sur les sites que l'on peut visiter. Et puis ce banc connecté qui existe déjà, il y en a plusieurs à Boston qui ont été installés l'année dernière. Ce banc connecté, il aura aussi sa fonction première, c'est-à-dire qu'on pourra s'asseoir dessus. Et ce que j'espère, c'est qu'on pourra aussi échanger s'il y a plusieurs personnes qui rechargent leur téléphone, elles pourront peut-être discuter. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura fait un grand pas, parce que d'habitude, quand on est sur une application, on est coupé du monde extérieur. Et là, on va recréer un lien social grâce aux nouvelles technologies. Et à mon avis, c'est un beau challenge. Donc il se passe effectivement plein de choses dans Lyon. Est-ce que, Madame, Messieurs, vous avez un mot de la fin ? J'ai bien compris qu'il fallait aller en Eure-et-Loire, à la Ferté-Loupière, enfin à des endroits où il se passe des choses. C'est une chance pour nos territoires ruraux. C'est vraiment le numérique, c'est une chance pour nos territoires ruraux, parce que on va pouvoir avoir une égalité de territoire finalement
vis-à-vis des services publics rendus. Je veux dire, quand vous avez des services publics qui n'ont pas arrêté de fermer dans les territoires ruraux ces dernières années, là, on a les services publics qui viennent directement chez vous. Alors, bien évidemment, l'aspect important, et particulièrement pour le département, c'est de laisser personne au bord du chemin. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'en a pas peu parlé de la fracture sociale. Donc permettez-moi de dire un mot de ça en conclusion. On a 70% de la population française qui est connectée et qui sait utiliser les applications sur leur tablette ou sur leur iPhone ou sur leur smartphone. Mais il y en a 30% qui sont des illettrés du numérique. Et même si on se projette dans la génération suivante, tous les analystes disent il y aura à peu près quand même 20% de gens qui seront des illettrés numériques. Donc nous avons aussi une obligation, dans le cadre des maisons de services au public qui sont portées par l'État, d'accompagner les usages du numérique en matière de formation, en matière d'accompagnement des usages des applications, en matière de... quelquefois, ils n'ont pas aussi l'équipement. Donc ça, c'est repenser aussi le service public, bien sûr de façon dématérialisée, mais sans oublier le point de contact pour accompagner ceux qui ne pourront pas se mettre à ces usages-là. Mais c'est une chance pour nos territoires ruraux, c'est une chance pour la e-santé, c'est une chance, la voiture autonome. Demain, c'est une chance pour nos territoires ruraux. On a des problématiques dans tous les territoires ruraux de transport, que ce soit le transport des jeunes, que ce soit des transports de personnes âgées, des gens qui n'ont pas le permis, des gens qui n'ont pas de voiture. La voiture autonome est une chance pour nos territoires ruraux demain. Pour l'absence de médecins, la télémédecine est une chance pour nos territoires ruraux. Donc, soyons exemplaires dans tous les départements ruraux pour montrer à nos habitants qu'on leur ouvre un monde d'avenir pour chacun des villages de France. Et c'est ça aussi qui fait le charme de la France. Merci. Merci beaucoup, madame. Monsieur le sénateur, je vous en prie. Alors, que rajouter de plus après ce plaidoyer? Si ce n'est que je crois qu'effectivement, cette chance, c'est aussi de recréer du lien entre les habitants et les élus, de recréer du lien, les habitants entre eux. Donc c'est vraiment finalement une nouvelle société qui s'ouvre à nous et faisons en sorte que par ces outils, elle soit effectivement meilleure et qu'elle soit comme on a envie qu'elle soit. Merci, monsieur le sénateur. Monsieur le directeur, je vous en prie. Vite un mot sur la dimension économique. Le très haut débit, alors les évaluations divergent, mais c'est de l'ordre de 20 milliards d'euros. Les smart grids électriques, je parle peut-être sous le contrôle du président de la CRE, j'ai vu un chiffre 15 à 20 milliards d'euros. Oui, c'est des ordres de grandeur. Il faut absolument qu'on trouve des modèles économiques qui permettent à la puissance publique, à l'État, collectivités, très très vite, d'être en capacité de financer. Sur le très haut débit, il y a encore une impasse. Je suis obligé d'y insister, et notamment sur les territoires ruraux. Il y a une impasse et on a un besoin urgent de mettre en place un dispositif de péréquation, comme on l'a fait jadis pour l'électricité, de façon à atteindre les objectifs le plus vite possible. Merci, monsieur. Merci, madame, merci, messieurs. Vous pouvez rejoindre vos places. Allez-y, je vous en prie.